Chaque jour, on crée une quantité assez folle de données numériques, Ah oui, photos, vidéos, nos emails, la recherche, tout ça s'accumule. à une vitesse hallucinante. On parle même de zeta-octets, c'est des milliards de téraoctets. C'est ça. La question, c'est où est-ce que tout ça va? Principalement dans ce qu'on appelle les data centers, Exactement. ces fameux centres de données. C'est un peu les fondations physiques de notre monde numérique, en fait. On va essayer de comprendre ce qu'ils sont, leur importance, et puis surtout, regarder une alternative de stockage euh, assez bluffante pour le futur. Oui, parce que ce volume de données, ça crée d'énormes défis. On pense tout de suite à l'énergie, bien sûr, la consommation est juste considérable. Mhm. Mais il y a aussi l'espace. Il faut de la place pour construire ces géants. Et c'est justement pour répondre à ça qu'on explore cette piste, vraiment fascinante. Le stockage de données sur de l'ADN synthétique. Tout à fait. L'idée, là, c'est de bien saisir l'importance des data centers maintenant. Leurs limites aussi, et de voir comment ces techno moléculaires pourraient peut-être révolutionner la façon dont on archive nos données. Alors, commençons par aujourd'hui. D'accord. Un data center, c'est quoi concrètement? On imagine souvent une salle pleine de serveurs qui clignotent, mais c'est plus que ça, non? Ah oui, bien plus. C'est une installation hyper spécialisée. C'est conçu pour héberger les données, les traiter et surtout nous y donner accès très vite. Et de manière sécurisée, j'imagine. Absolument. La sécurité est clé. C'est un peu comme un coffre-fort numérique, mais aussi une gare de triage pour l'info. D'accord. Et pour comprendre leur taille, leur importance, il y a une mesure clé. Oui, on parle souvent de mégawatts, MW. Mais attention, faut bien comprendre que ça mesure la puissance électrique que le centre consomme. Ah, pas la capacité de stockage en téraoctets ou autre. Non, pas directement. C'est un indicateur de l'énergie nécessaire pour le faire tourner. Et les tailles, ça varie énormément. Ça va de quelques kilowatts, tout petits, à des complexes de dizaines, voire centaines de mégawatts. Ah oui, quand même. Un gros centre, ça peut consommer autant qu'une petite ville alors? C'est tout à fait ça. Et c'est un secteur qui explose, j'ai l'impression. En France, par exemple, on entend parler d'investissements massifs. Paris serait un pôle majeur en Europe? Oui, absolument. Les investissements sont considérables. Paris et la France en général est une plaque tournante importante. Qu'est-ce qui tire cette croissance folle? Ben, il y a plusieurs choses. Évidemment, on utilise tous de plus en plus Internet, nos smartphones, Ça, c'est clair. le streaming vidéo, etc. Mais il y a aussi des raisons plus techniques, comme la virtualisation. Ça permet de mieux utiliser les serveurs, de les mutualiser. Plus d'usage, plus de services en ligne, plus de cloud. Exactement. Tout ça, ça crée des flux de données constants et croissants. Donc il faut plus de capacité de traitement et de stockage. C'est logique. Et on fait la différence entre plusieurs types de data centers, c'est ça? Colocation, hyperscale. Oui, en gros, la colocation, c'est quand des entreprises louent de l'espace et de la puissance dans un centre. Souvent, c'est des centres de quelques mégawatts. D'accord. Et puis, tu as les hyperscalers. Ça, c'est les géants aisants, Google, Amazon, Microsoft. Eux, ils construisent leurs propres centres, qui sont souvent énormes. On parle de 50, 100, parfois même 200 mégawatts, Ah oui, des échelles complètement différentes. carrément. Et face à cette taille, la question de l'impact environnemental, elle est devenue centrale. C'est peut-être le grand défi aujourd'hui. J'imagine. On fait quoi pour ça? Alors, on travaille sur plusieurs fronts. Utiliser des énergies renouvelables, bien sûr, pour décarboner, réduire la consommation d'eau, parce que ça sert beaucoup au rafraîchissement, Mhm. améliorer l'efficacité énergétique des serveurs eux-mêmes, et même récupérer la chaleur produite, la chaleur fatale, pour chauffer des bâtiments autour, par exemple. C'est malin, ça. Oui, il y a pas mal d'innovations dans ce domaine. Bon, ces défis d'énergie et d'espace, ça nous amène tout droit à la deuxième partie. Si les data centers actuels ont leurs limites, vers quoi on se tourne? Et là, on arrive à l'ADN synthétique. L'idée peut paraître sortie d'un film de SF, mais les chiffres Oui, les chiffres sont fous. lui donnent le vertige. Un seul gramme d'ADN pourrait stocker des centaines de millions de téraoctets. C'est juste inimaginable avec nos disques durs. Absolument. La densité est phénoménale. Mais, précisons bien, on parle d'ADN synthétique, fabriqué en labo. Pas de l'ADN d'un être vivant. Non, non. On utilise les mêmes lettres chimiques, A, T, C, G, mais pour coder de l'info numérique, des 0 et des 1. L'avantage, c'est qu'on contrôle tout et que ça n'a rien à voir avec le vivant pour le stockage lui-même. Et les avantages, à part la densité folle, Bah, il y en a d'autres. La durabilité est incroyable. L'ADN, ça peut tenir des milliers d'années. ah oui. Alors que nos disques durs, c'est quoi? 10, 20 ans max. Voilà. Donc pour archiver à très long terme ce qu'on appelle les données froides. Celles qu'on consulte presque jamais, mais qu'il faut garder. Exactement. C'est potentiellement idéal. Et la conservation pourrait aussi consommer très peu d'énergie. Bon,
Densité extrême, durabilité incroyable. Où est le piège? Ça semble trop beau. Alors, le hic, pour l'instant, c'est surtout le coût et la vitesse. Ça soulève des questions importantes sur la maturité de la techno, hein. C'est-à-dire? Ben, écrire l'info sur l'ADN, ce qu'on appelle la synthèse, et la lire, le séquençage, c'est encore assez lent. Et surtout, c'est très cher. Cher comment? On part d'environ 1 000 € par mégaoctet. Ah oui, par mégaoctet, c'est énorme. C'est énorme. Et puis, il y a un autre défi, les erreurs. Parfois, pendant l'écriture ou la lecture, une base peut être changée, oubliée, ajoutée. D'accord, comme des fautes de frappe moléculaires. C'est un peu ça, donc il faut développer des codes informatiques très malins pour détecter et corriger ces erreurs. Par exemple, éviter les suites de lettres identiques, genre AAA, qui sont plus dures à lire sans se tromper. Malgré tout ça, la recherche avance. Ah oui, ça avance vite, partout dans le monde. États-Unis, Chine, Europe. En France aussi, on a des programmes spécifiques comme le PPR Molecular Archive. Et il y a un objectif de coût pour que ça devienne réaliste? L'objectif est super ambitieux. On vise 1 € par téraoctet d'ici 2030. Waouh! De 1 000 € le méga à 1 € le téra? C'est ça. C'est à ce prix-là que ça pourrait vraiment devenir une alternative crédible pour l'archivage de masse. D'accord. Alors, si on résume un peu tout ça, les data centers aujourd'hui, ils sont vitaux, hein, c'est le cœur de notre monde numérique. Indispensable. Oui, Mais ils ont des limites, surtout écologiques et énergétiques. Et de l'autre côté, on a cette perspective de l'ADN synthétique. Dingue, mais pour l'instant lointaine. c'est ça. Si on prend un peu de hauteur, on voit bien le tableau. Une techno actuelle indispensable mais gourmande et une techno future au potentiel immense, densité et durabilité, mais qui a encore des défis de coût et de vitesse à relever. Le grand enjeu, finalement, c'est de trouver comment gérer durablement cet univers numérique qui ne cesse de gonfler. Exactement. Gérer cette explosion de données sans faire exploser la planète. Et juste pour finir, une petite pensée. Imaginez qu'on arrive vraiment à stocker toute la connaissance humaine, toutes nos archives, dans un volume gros comme un sucre. Hmm. Au-delà de la technique, ça poserait quelles nouvelles questions? Quels défis? Ou même quelles opportunités pour nous tous? Voilà, matière à réflexion.